Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le making-of du prochain clip La Sueur qui va bientôt sortir. Voilà. Alors nous allons faire donc les La Sueur Awards 2019. Donc c'est le contenu La Sueur le plus âgé finalement, puisqu'il avait commencé en 2016. Si je ne m'abuse, nous étions alors à Angers lors d'une soirée nous étions jeunes. Que nous n'oublierons pas de sitôt. On va commencer, messieurs, donc avec le suspense est à son comble par le prospect de l'année. Attention, parce que là on démarre tambour battant avec cette catégorie. Honneur aux sages, honneur à Polydamso. Ouais. Polydamso, quel est... Je passe la main à il passe la main. Eh bien écoutez, parmi ma liste de prospects, eh bien écoutez, je vais choisir, mais parce que vraiment je l'adore, c'est Edmen Shahbazian. Le middleweight de l'écurie pourtant du fameux Edmond Taverdian, du maison Taverdian. Voilà, mais voilà. Donc Edmen, c'est quoi? Edmen, c'est 22 ans. C'est un mec qui a déjà une espèce d'expérience. Alors bon, c'est un striker et à mon sens extrêmement bon pour son âge, parce qu'à 22 ans, de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est extrêmement varié, il est précis dans ses coups, il les choisit bien, et surtout dans ses séquences de finish, et on l'a rematé tout à l'heure avec Polydamso, en particulier celle contre Brad Tavares, je trouve que c'est assez extraordinaire. Pour quelqu'un de 22 piges, alors on a vu aussi qu'il avait une carrière amateur avant, donc c'est assez intéressant pour le développement du garçon. Mais en gros, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, premièrement parce que, et d'ailleurs, tu l'avais dit dans un podcast précédent, je sais plus sur quel sujet, le fait que ce soit dans une catégorie où il y a énormément de compétition, ça va l'affûter à mort et ça va donner la meilleure version de Edmen Shahbazian qu'on puisse avoir. Et pour un mec aussi talentueux que ça, parce qu'il a déjà combattu Jack Marshman, c'était ça? Complètement. C'était à l'UFC 239. À l'UFC, mais mec, on était, la sueur y était. La sueur y était. Et donc voilà, en fait, et parce qu'il est aussi très complet, c'est-à-dire qu'il sait lutter, il est au sol de ce qu'on a vu. Voilà, on a encore pas vu grand chose, mais de ce qu'on a vu, il était bon. Donc avec un âge aussi enfin il est très jeune. Pour quelqu'un qui a 22 piges, il m'impressionne. Ouais, ça n'a pas de sens. Pour un âge pour quelqu'un d'aussi jeune, ça m'impressionne énormément et j'ai hâte, parce qu'il va se frotter au middleweight et que c'est une des catégories les plus chaudes en ce moment, vraiment les plus dures. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on est à la limite du prospect parce qu'il a déjà battu Tavares, mais voilà, je le mets parce que j'ai de grands espoirs en ce mec-là et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et surtout, j'ajouterais sur ce cher Edmen, qui est quand même, moi ce qui m'impressionne avec lui, c'est parce que on l'avait interviewé par 2 fois pour La Sueur, des interviews qui ne sortiront vraisemblablement jamais malheureusement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a donc côtoyé Ronda Rousey pendant toute sa montée, qu'il a côtoyé donc évidemment, puisque c'est toujours son coach Taverdian qui est the infamous one, mais il reste extrêmement, on va dire, jovial, down to earth, humble aussi par rapport à ça, et complètement lucide. Ouais, et c'est vrai, quand on voit un petit peu sa montée en puissance, le fait de battre Brad Tavares avec une telle aisance, effectivement, c'est hyper impressionnant parce que ça reste un nom. Brad Tavares, n'oubliez pas, pour finalement Adesanya, quand Adesanya avait battu Brad Tavares, on s'est dit, bah ça y est, c'est un petit peu le real deal, et juste après, il a battu Derek Brunson. Donc Brad Tavares, c'est en soi, ça montre que l'UFC a pleinement conscience du potentiel d'Edmen et qu'avec cette victoire-là, pour 2020, il devrait y avoir de gros chocs pour lui, et pourquoi pas d'ailleurs un combat contre Derek Brunson à venir. Oui. Mon cher Polydamso, quel est votre prospect? Alors déjà, je souscris totalement à ce que vient de dire Russ. C'est un bon prospect. Alors honte à moi, j'ai pas vu ses combats. Pour le moment, ça fait partie des manqués de Polydamso sur l'année 2019. Mais j'ai vu la séquence de finish de Brad Tavares et c'était assez impressionnant effectivement sur la shot sélection particulièrement. Moi, je vais rester aussi in-house et je vais sélectionner un mec de l'UFC dans une catégorie qui en a grandement besoin, c'est Magomed Ankalaev qui monte. Alors, on est à la limite du prospect encore une fois, parce que il a fait ses preuves, il a déjà eu une défaite contre Paul Craig, mais je crois que c'était son premier combat à l'UFC, il me semble. Et bon, c'est Paul Craig, et puis il dominait le combat jusqu'à se prendre la soumission Hail Mary, tu vois, juste avant la fin du combat. J'aime beaucoup Magomed Ankalaev parce qu'il est fondamental. Ce qu'il fait, c'est du basique, mais il le fait super bien. Et il envoie avec des mauvaises intentions. Pour faire un anglicisme, il a envie de te tuer sur chaque coup, et ça j'aime bien. Il est ultra agressif et calculé dans son approche, et il fait mal. Et donc je pense que il est un peu dans l'ombre
des mecs qui ont eu un peu plus d'attention médiatique comme Rakic ou Walker cette année, mais pour moi c'est un prospect qui est du même niveau que ces gars-là, peut-être même un peu plus même, parce qu'il il est ultra sérieux, ultra discipliné, et j'attends vraiment de voir ce qu'il vaut. Pour moi, franchement, il me fait un peu penser à Vadim Nemkov. Dans l'approche, dans le style. Et en encore plus agressif je suis carrément d'accord parce que pareil en fait on s'est fait une ressucée tout à l'heure de Ankalaev, mais c'est ce que je veux dire. Hein. Mais Ankalaev, il est vraiment. Quand tu dis que c'est un anglicisme parce que je sais pas comment on pourrait le dire autrement, mais qu'il est vraiment, il veut faire mal, il veut blesser. N'empêche qu'en MMA, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un super plus quand on voit par exemple des mecs comme Overeem, je sais plus ce qu'il avait fait à un moment donné, mais qui avait changé, je crois que c'était contre Stefan Struve, où en gros, il l'avait contre la cage maintenu avec une espèce de rape choke, genre comme ça là, boum, pour lui mettre un truc. Mais c'est comme ça qu'il. Ouais. Non. Mais en gros, voilà, il avait fait un truc en gros qui. Ça fait méchant en fait. C'est comme genre c'est comme stomper, c'est comme écraser les. Ouais, on balance tout. Mais en gros, c'est vraiment des trucs. Alors tu te dis putain, c'est méchant, mais en fait ça a son importance parce que quelqu'un qui est capable de penser pour faire mal, c'est un skill en plus. C'est quand même. Ça marque les esprits et puis pour les futurs adversaires. Et puis c'est un sport de combat, c'est-à-dire que c'est cool et c'est génial d'être un gentleman et d'être un Georges Saint-Pierre et de faire les choses dans les règles. Il le fait dans les règles Ankalaev, mais c'est juste qu'il rajoute ce petit côté. Je vais te faire mal et ça peut modifier la psyché d'un combattant d'en face et même la manière de combattre et son efficacité même à Ankalaev. Donc franchement c'est vraiment ouf. Et par rapport à Nemkov, pour revenir à ce que tu disais. Parce que Nemkov est aussi un prospect qu'on adore. On en avait d'ailleurs parlé dans un podcast début novembre. Mais voilà, Ankalaev, il a vraiment ce côté en plus qui donne envie de le regarder encore plus parce que non seulement il est fondamental, il fait mal, il est propre, mais t'as envie de le voir se frotter au top de la KT juste pour voir à quel point il peut les emmener en enfer, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et bon, j'ajouterais que techniquement, moi, ce que j'aime beaucoup avec Ankalaev, c'est que je sais pas si c'est un striker de base, j'ai pas fait mes révisions, mais il a une façon d'enchaîner avec une fluidité, une aisance, les techniques hautes et les techniques basses. Tu sais, ces séries de punch sur la high kick, et ça, c'est franchement beau à voir. Eh bien, pour mon prospect de l'année, messieurs, je vais partir de l'UFC pour aller au Bellator. Avec notre cher AJ McKee, ça fait un certain temps qu'on en parle. Je sais pas si on peut toujours le considérer comme un prospect, mais en tout cas, ce que j'aime bien avec cette année, c'est que pour lui, donc il n'a toujours pas 25 ans, il les aura donc l'année prochaine. Et ça fait un moment qu'il est dans le roster, mais à la différence des Gallagher, des Aaron Pico. C'est même pas ça fait un moment qu'il est dans le roster, puisque ses 16 combats, il les a fait au Bellator. Voilà, il est né dans le roster. Il a fait un combat cette année avec son père, pas contre son père, mais il était sur la même carte avec son père. Il fait partie du fameux tournoi du Bellator où il y a tous les tauliers et c'est le seul de tous ces prospects qui fait partie du tournoi. Et contre Campos à l'UFC, au Bellator Hawaï, il a réussi une superbe armbar où c'était en transition, c'était absolument magnifique. Et juste avant, c'était pas un armbar, je crois. Je crois que c'était un armbar. C'était un armbar. Parce que ça ressemblait à un triangle modifié. Non, c'était un armbar. Mais et c'était ça aussi qui a fait que c'était aussi impressionnant parce que c'était en transition. Il a parfaitement coincé. Enfin bref, moi ça m'a vraiment impressionné. Il confirme avec cette victoire contre Campos qui est loin quand même d'être un... c'est un bon vétéran de cette catégorie. Exactement, un très bon vétéran de cette catégorie. Il confirme et là j'ai très envie de voir le combat contre Pitbull pour effectivement savoir de quoi va être fait notre cher AJ McKee parce qu'il est toujours invaincu en carrière. Il rencontre Pitbull là. Je pensais qu'il allait rencontrer le vainqueur de je ne sais pas trop quoi. Et de je sais pas qui. Voilà. Caldwell, mais ensuite moi je dis j'ai envie de voir Pitbull pour la finale parce que déjà Caldwell ça va être un très gros test parce que c'est ça aussi que j'aime bien avec justement AJ McKee parce que je pense que la différence avec Gallagher et notre cher Aaron Pico, il a pas encore eu l'occasion, on va dire, de briller, mais c'est qu'il a pas peur de mettre en danger son statut d'invaincu. Parce que il est pas à 16, c'est pas à 16-0, il est à 7-0, je crois, 7 ou 8-0. Non, il est à 16-0, 16-0, putain, 16-0, la vache. Bref, donc, en tout cas, c'est ce que j'apprécie, c'est que le mec, là, est vraiment dans les tranchées, il assume, et là, 2020, on va vraiment savoir de quoi il est fait. Donc voilà, AJ McKee, pour moi, c'est le prospect de l'année, et puis ça donne un petit peu d'amour au Bellator, sur lesquels on tape assez régulièrement. Besoin, exactement. Bien, messieurs, maintenant, on va passer à la soumission de l'année. Et là, on va commencer par Monsieur Polydomso. En fait, t'as déjà plus ou moins pré-mâché le travail parce que moi, ma soumission de l'année, c'est justement Adi Maki contre Derek Campos. Parce qu'effectivement, il faut replacer dans le contexte. Adi Maki, il a fait une masterclass. Il a vraiment dominé en lutte Campos. Et il aurait pu, en fait, se satisfaire de ça. Vraiment, il aurait pu
Il aurait pu juste mener le combat jusqu'à son terme, et je crois qu'en plus c'est au 3e round qu'il la place, la soumission. Ouais. Donc vraiment, il aurait pu du tout ne pas prendre du risque du tout. Il le dominait debout, il le dominait en lutte. Ça aurait pu être tranquille, et c'est là qu'on reconnaît qu'il a un vrai potentiel, ce mec, c'est qu'il va chercher le finish. Ouais. Et de placer, ça se passe en 2 secondes, la transition. C'est une erreur de Campos, et elle est tout de suite exploitée par Eddie Mackey, juste en transition. Campos, il essaie de passer sous Eddie Mackey, et Mackey, il shot l'arbar. C'est parfait, c'est une belle opportunité qui a été saisie, un bon instinct de tueur. Et franchement, en termes de soumission, c'est clean. Donc, soumission de l'année pour moi. Et en plus, le doublé pour Mackey. Et en plus, ouais, ce qui est vraiment cool avec cette soumission, c'est que on l'a re-regardé ce matin là, et c'est vraiment, comme dit Polydomso, c'est une soumission opportuniste, et c'est pas pour autant péjoratif, parce que ça veut dire que c'est un mec qui est capable vraiment, comme ça là, de s'adapter et de faire la technique qu'il faut au bon moment, et qui est pas une technique commune. Enfin, ce qu'il arrive à placer, la meilleure preuve, c'est que je pensais même que c'était un triangle modifié. C'est, il réussit à choper au bon moment la bonne technique et à s'adapter, et c'est quand même très bon signe pour un mec de 24 piges. C'est aussi comment dire. Parce qu'il a 24 piges, je pense aussi qu'il est prêt à prendre autant de risques, parce qu'on le voit, ça se traduit aussi dans son striking, il est un peu fifou, mais vraiment, ouais, c'est très bon signe, et la soumission, elle est incroyable. Donc, Et la soumission de l'année pour Monsieur Rust, ASMR, nous sommes toujours là avec vous. Et ma soumission de l'année, c'est Paul Craig contre. Il y a des U, il y a des W, mais voilà. Mais il est là sur les consoles. Donc en tout cas, voilà, c'est, je crois, c'est un Nigérian. Putain, les Nigérians à l'UFC, et qui a une coiffure de Marge Simpson. Voilà. Et en gros, il fait une. Ou de Gérald dans Arnold et Arnold. Ouh, ah ouais, là on remonte encore. Oh la vache. Et en gros, Paul Craig contre Kennedy. Ouais. Et en gros, le combat est ce qu'il est. Il est serré et machin. Et en fait, au 3e round, il arrive à placer. En fait, c'est magnifique. Paul Craig arrive sur son dos. Et en gros, il arrive, mais vraiment, il manipule Kennedy. C'est-à-dire qu'il fait des espèces de sweep en gardant le bras à moitié. Et après, quand Kennedy essaie de se remettre, il a 2 coups d'avance, en fait, sur chaque mouvement que fait Kennedy. Et après, je crois que c'est genre peut-être en l'espace de 6-7 secondes où en gros Mackey est complètement aux fraises. Kennedy, pardon. Il se fait valdinguer à droite à gauche, et Paul Craig est vraiment en train de le minder, mais de le matrixer. Et il finit sur, du coup c'est un triangle. C'est un triangle. Il finit sur un triangle qui est vraiment magnifique, somptueux. Et en fait, cette espèce de fluidité dans le mouvement et de 3 coups d'avance. On voit de moins en moins de soumissions, et celle-là vraiment c'est celle qui m'a le plus marqué, et franchement c'est beau à pleurer. Un truc comme ça, c'est beau à pleurer. Et en plus, j'adore Paul Craig parce qu'il a une personnalité de ouf. Il est écossais, il a sa peinture picturale Braveheart là, à chaque pesée. Il est trop cool, il est trop marrant. Il y a des moments où il se ramène en kilt pour les interviews, donc j'adore Paul Craig, et sa soumission était somptueuse. C'est ma soumission de l'année 2019. Oh là là. Petite parenthèse avant d'avoir la soumission de Gay. Exactement. C'est vrai qu'on a vu récemment un tweet qui était très intéressant sur le fait que les soumissions baissaient année après année, ce qui confirme que les combattants sont finalement de plus en plus complets, et que pour réussir à placer une soumission, ça devient de plus en plus compliqué, et qu'il faut vouloir la placer aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est pas plus en plus complet, c'est que je dirais plus en plus professionnel. C'est-à-dire que à l'époque, par exemple, on va dire du Pride, tu pouvais perdre 15 combats, ça ne nuisait pas à ta carrière. Mm-hmm. Là, on est aux États-Unis, si t'as plus de 5 défaites, c'est que quelque part t'es un peu un tocard, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est dans la mentalité des Américains, et c'est comme ça, c'est que eux, ils aiment bien le record immaculé. Ça vient de la boxe, ça vient de la boxe anglaise. Et en fait, le fait est que contre un lutteur, si tu tentes plein de soumissions mais que ça marche pas, tu vas perdre le match. Ouais. Et comme la plupart des mecs viennent de la lutte en MMA, la stratégie actuelle, c'est d'essayer de se relever à tout prix et pas d'essayer de tenter des soumissions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, à mesure que le sport se professionnalise et que c'est très important de garder un record immaculé pour pouvoir se vendre, il y a de moins en moins de gens qui tentent de soumission. Et c'est pour ça qu'on adore les mecs comme Paul Craig, qu'on adore même d'une certaine manière Tony Ferguson ou même Mansour Barnaoui, parce que c'est pour ça qu'on les kiffe, c'est parce qu'ils ont gardé cet esprit de se dire, moi je viens pas pour gagner des rounds, je viens pour gagner le combat. Ouais. Tu vois, et ça c'est une mentalité qui est vraiment différente. Et je pense qu'elle va revenir. Moi, je vous prédis ça, que va y avoir un peu un retour en grappling. C'est cyclique, toutes ces choses-là, parce que là, on est dans une période où les lutteurs contre la cage dominent, parce que justement, c'est une réponse un peu au paradigme Chuck Liddell. C'est-à-dire pour répondre aux lutteurs qui t'emmenaient au sol, Chuck Liddell, c'est le premier à avoir vraiment fait ça. Après, il y en a plein qui l'ont suivi. Chuck Liddell,
c'est d'essayer à tout prix de monter contre la cage. Et quand t'es contre la cage, tu peux t'aider de la cage pour monter. Mais c'est très difficile de lancer des soumissions, de tenter des soumissions. Quand t'es contre la cage, tu peux pas utiliser tes hanches pour pousser l'adversaire quand t'es en garde. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a de moins en moins de tentatives de soumission. Je pense que maintenant, avec des mecs comme Ousmane, qui sont des tueurs à cage, tu peux pas remonter contre la cage. Et si tu remontes contre la cage, de toute façon, il va te remettre au sol, quoi qu'il arrive. Ou même Khabib, les gens, ils vont se dire, peut-être il faut qu'on retourne à un style qui est peut-être un peu plus, tu vois, on prend un peu plus de risques. On va essayer d'utiliser des gardes de BJJ, tu vois, par exemple les gardes papillons, même la rubber guard ou tous ces trucs-là. Et on va pas essayer absolument de remonter sur la cage et de faire du wall wrestling. Et je pense peut-être, là en ce moment ça baisse, il y a de moins en moins de tentatives de soumission dans les combats en moyenne. Peut-être ça va revenir avec justement ce paradigme du lutteur en enchaînement contre la cage. En réponse à ça. J'ajouterais aussi, avant que notre cher Russ poursuive cette masterclass, que c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les combattants aient besoin à chaque fois de gagner ces combats et d'avoir leur bilan immaculé. C'est aussi parce que les tentatives de soumission sont certes à chaque fois marquées dans les stats finales, mais sont bien moins notées que par exemple les takedowns et tout ça. Donc ça va pas payer auprès des juges de tenter plein de soumissions si vous n'arrivez pas à finaliser. Donc c'est vrai que dans l'optique de gagner des combats, vous prenez beaucoup de risques pour finalement pas grand-chose. Ouais, c'est très bien vu le fait que ce soit pas autant scoré. Mais en fait, oui, c'est vrai. Et là où non seulement je suis d'accord, mais en fait, je pense même que non seulement c'est cyclique et que ça peut changer, que ça va changer aussi, mais je pense que le Ferguson versus Khabib va peut-être être le détonateur. Parce que en vrai, c'est tellement symbolique et c'est tellement fort, Khabib qui est par définition le lutteur auquel tu n'échappes pas et duquel tu ne remontes pas. Et Ferguson, qui est un peu l'espèce de chaos personnifié, je pense que ce que va peut-être essayer et réussir Ferguson, ça va être de peut-être voilà d'être mis au sol s'il le faut, ou de mettre au sol, mais plus vers le centre de la cage pour avoir l'espace pour s'exprimer en JJB, et à ce moment-là vraiment tenter des soumissions, et pourquoi pas en réussir une, et si jamais ça se fait, ça peut être un changement justement de paradigme, et là ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est vrai que c'est hautement symbolique ce combat, parce que c'est les deux qui personnifient vraiment ce style-là. Khabib, on dit qu'on le reconnaît pas à sa juste valeur. Je trouve que c'est faux. Je pense qu'on est assez sévère envers la sueur là-dessus, parce qu'on ne tarit pas d'éloges sur le fait qu'il a apporté quelque chose de complètement nouveau et il influence tout le monde. On regardait par exemple les Khabib, les Khabib les menottes de Khabib, la technique d'essayer de prendre le bras d'un mec à travers son dos pour ensuite libérer, pour ensuite frapper au sol, ou même le triangle au niveau des jambes qu'il fait contre la cage. Il a fait ça et maintenant tout le monde essaie de le faire. Il a influencé en fait énormément de gens avec sa façon de faire, et il faut lui reconnaître ça. Et Ferguson, c'est pareil quelque part. Il a pas vraiment influencé parce qu'il y a que lui qui combat comme ça, mais il apporte son style aussi et c'est radicalement différent. Que ça peut marcher. Et ils font pas la même chose, donc c'est vrai que le clash va être riche d'enseignements. De toute façon, on vous teasera ça. Ne vous inquiétez pas, on fera preview sur preview et vous aurez tous les détails pour avoir tous les éléments pour pouvoir bien pronostiquer le combat Khabib-Ferguson. Et puis j'ajouterai, mon cher Podomso, que certes les gens sont durs avec nous pour Khabib Nurmagomedov, mais le problème c'est que certains d'entre vous, quand on fait une vidéo par exemple qui va durer 1 heure pour faire McGregor contre Khabib Nurmagomedov, ne retiennent que la dernière minute, à savoir quand on dit qui pensez-vous quel est votre pronostic? On pense que ça va être machin. Donc bref, un petit peu d'indulgence pour l'équipe La Sueur. Bien. Donc pour ma soumission de l'année, moi j'ai notre cher Bryce Mitchell. Mitchell qui a réussi le second twister de l'histoire de l'UFC avec Rust. On en a parlé, reparlé et reparlé. Qui a eu lieu, et là aussi c'est petit clin d'œil, lors de la nuit blanche, La Sueur à l'UFC Washington. Oui, c'était lors des prélims. C'était juste avant le fameux concours de pompe, La Sueur où on a eu record sur record. Bref, il a réussi entre le déglingage de buffet et le record de pompe. Exactement. Donc il a réussi le 2e twister de l'histoire de l'UFC au premier round après une super performance. Donc Tug Nasty aujourd'hui c'est 12-0 en carrière, invaincu. Il a juste eu une défaite ou deux, je crois. Enfin, une défaite chez les amateurs c'est sûr, et une défaite aussi qui compte comme chez les amateurs au tough. Ouais. Mais là 12-0 chez les featherweight. Très 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 solide, et franchement pour le coup c'est un des gars qui sera à suivre pour 2020, américain en plus, donc lui ça promet. Bien messieurs, nous allons avancer. Après la soumission de l'année, le suspense est à son comble. Nous allons passer au Frenchie de l'année. Pas évident. Le français de l'année, c'est compliqué parce que là, il y a eu beaucoup de résultats dans différentes organisations. Polydomso va se mouiller en premier.
Bah moi je vais rester sur Cyril Gane. J'adore. Il y a des mecs qui méritent autant ce titre et qui seront peut-être visés par mes collègues. Mais le démarrage en trombe dans une catégorie vraiment qui en a bien besoin de Cyril Gane, bah ça fait plaisir. Je pense que là il est vraiment sur de bons rails. Ça promet. On avait sélectionné en 2016 Francis Ngannou en prospect, je crois, de l'année. Là, j'espère qu'on va voir que ce sera la bonne étoile en sélectionnant Cyril Gane parce qu'il le mérite. Il est excellent. J'ai l'impression qu'il s'améliore de combat en combat en plus. Donc, franchement, j'attends avec impatience ce qu'il va montrer dans ses prochains combats. Là, en plus, il va monter en puissance et en compétition forcément. Donc, je pense qu'il est de la trempe de ceux qui se subliment face à la compétition. Ça, c'est juste mon avis, mais c'est ce que je pense. Donc, du coup, ouais, grosse impatience sur ce que va nous montrer Cyril Gane sur les prochains combats. Ouais, bah déjà, enfin, ouais, grosse impatience. Et puis, il propose un truc, c'est vrai. En fait, je vais radoter carrément, mais en fait, c'est parce qu'on n'a jamais vu un mec aussi technique. En tout cas, déjà en striking, en heavyweight. Alors en plus, il se permet de mettre des soumissions champagne qu'on n'a jamais vu en heavyweight. Mais au niveau striking, sans déconner, enfin, c'est vraiment à chialer. Tellement c'est magnifique et tellement on le voit pas. Et même dans les autres KT, finalement, c'est la manière dont il change de garde, la manière dont il feinte, sa créativité constante. Même dans les autres KT, c'est pas si courant en fait. Et le fait que ce soit en heavyweight, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc ouais, non, Cyril Gane, comment ne pas le citer? Il y en a un autre quand même, on est obligé de le citer aussi parce que c'est un petit peu le futur quand même aussi et parce qu'il est encore plus jeune que Cyril. Et c'est Saladin Parnasse. Il vient, on peut le dire, d'éclater, Ivan Buchinger, vraiment avec une facilité mais impressionnante et un contrôle, une masterclass encore une fois de Saladin. Donc au KSW. Il est donc champion maintenant. Alors il est toujours champion. Il défendait son championnat intérimaire. Ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est Gamrot, donc le champion, qui est en, on va dire, conflit contractuel avec le KSW. Donc il va, selon toute vraisemblance, Saladin va devenir champion undisputed du KSW prochainement, soit promu ou soit combattre pour la vraie ceinture. Mais c'est un peu compliqué. En tout cas, aujourd'hui, c'est lui le taulier dans la catégorie featherweight du KSW. Clairement, c'est le taulier et il a quoi? Il a 25, 24 non, 21 ans. Oh putain, la vache. Non, il a 21 ans. Donc il a 21 ans et il est déjà le patron du KSW parce que finalement, quelle star, ultra star maintenant il reste parce que Mamed, voilà. Mamed, il est revenu. Il était main event lors de l'événement. Oui, mais je veux dire, il est toujours là pour prendre les 300 000 $. Oui, voilà. Mais la relève et la superstar du KSW, celui sur lequel ils vont banquer, je pense, c'est Saladin. Clairement. Et à 21 ans, qui réussissent à faire ça, Buchinger, qui, on le rappelle, on le redit, qui est pas n'importe qui non plus. La dernière fois que quelqu'un a éclaté comme ça, c'était Conor quand même. Ouais. Et là, on a même eu des flashs de brillance de Conor quand il combattait Saladin. Il est rapide, il est précis, il est technique, il est varié, il est puissant, il est intelligent dans ce qu'il fait. Pareil, il est. Alors c'est allé à la décision, mais il est dans une optique de faire mal aussi. Honnêtement, à 21 ans, bordel de merde, c'est impressionnant. Excusez mon langage, mais pardon my French. Mais comment ne pas le citer et Frenchie de l'année qui aurait très bien pu être aussi un prospect de l'année, si ce n'est que c'est quasiment déjà plus un prospect, quoi. C'est même plus un prospect, tout à fait. Pour moi, donc le français de l'année, ça va être. Oula. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai envie de dire non, j'ai envie de dire francophone de l'année parce que Cocorico quand même Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, qui est certes tunisien par les papiers, mais français dans le cœur. Et oui. Et donc notre cher Mansour qui a remporté l'Euro d'FC, qui a surtout montré, et c'est là aussi que je voulais lui rendre hommage parce qu'à la Sueur on est fan extrême de Mansour Barnaoui. Il était d'ailleurs présent à la Nuit Blanche la Sueur, mais surtout il a montré qu'on pouvait exister hors de l'UFC. Et quand il a remporté le tournoi face à Shamil, qui est loin d'être une brêle, et il l'a fait par un genou sauté qui était absolument hallucinant. Ensuite, il a confirmé face au champion coréen, j'oublie toujours son nom, Kwan Al-Sol ou un truc comme ça. Voilà. Et donc là aussi, il a fait le job. Il était ultra favori.
il a réussi à le soumettre, et aujourd'hui, maintenant, vraisemblablement pour lui, c'est l'UFC, mais il fallait quand même qu'on lui tire notre chapeau, parce qu'il a réussi une superbe année, il a confirmé au Road FC, il a battu tout le monde, et là maintenant pour lui, c'est un des meilleurs dans sa catégorie hors UFC, et on a juste envie de le voir face aux meilleurs, et confirmer, puis montrer vraiment que finalement il fait partie des plus grands dans cette catégorie qui est lightweight, je le rappelle. Absolument. Et juste en très très rapide, en fait, on est obligé un peu de le citer aussi parce que même si c'est plus un prospect, même si tout ça, quand même, notre Francis Ngannou a quand même en 2019 éclaté, parce que c'est le mot, Cain Velasquez et Junior Dos Santos qui sont deux monstres en heavyweight, de légendes et deux anciens champions. Donc difficile de ne pas le citer aussi. Complètement. Et bien maintenant, messieurs, nous allons passer à la oulala. Oulala. On ne va pas se faire des amis avec la déception de l'année. La déception de l'année, je pense que Rust va cracher son venin. Non, pas mon venin, parce que c'est une déception et on est toujours un peu triste. Mais et d'autant plus qu'il me semble qu'on l'avait cité il y a 2 ans dans nos prospects de l'année, c'est Aaron Pico. Parce que il a eu une année 2019, c'est même pas compliqué, c'est cauchemardesque. Enfin, il s'est fait battre 2 fois, finir 2 fois, il me semble. Salement. Et en fait, c'est une vraie déception parce que il avait un tel pédigré que on se disait si tout s'aligne bien, ça peut peut-être devenir le GOAT, le plus grand de tous les temps. Peut-être, pourquoi pas. On rappelle encore son pédigré en lutte de dingue. Il s'entraîne à la wildcard en boxe et apparemment tout le monde tarie pas d'éloges. Ancien Golden Glove. Ancien Golden Glove. Donc en grappling apparemment pareil, c'est un espèce de prodige. Et en fait le problème c'est que c'est là où c'est très intéressant finalement et c'est assez magique, mais enfin magique, disons triste, tragiquement magique. Mais c'est que il arrête pas de se faire choper en fait dans ce qui fait le sel du MMA, c'est-à-dire les transitions. Et le problème, c'est que c'est une belle leçon, c'est presque symbolique, c'est presque... Mais je le vois mal maintenant, en fait, revenir, parce que une défaite, c'est pas tellement le nombre de défaites, c'est... À chaque fois, c'est un peu dans les mêmes choses qui se fait avoir, et j'ai du mal à croire que ça va pas écorner énormément sa confiance. Et 2019, voilà, il n'a fait que perdre, et que perdre de façon vraiment sombre. Et je suis triste, c'est intéressant, c'est symbolique et c'est assez... Mais voilà, Aaron Pico, c'est ma déception de l'année. Après, pour ajouter aussi un petit peu à ce que Rust a dit, on peut aussi pointer du doigt la gestion du Bellator. Parce que c'est vrai que le faire commencer sa carrière contre Freeman, donc c'était l'année dernière, plus aujourd'hui, à chaque fois, il a affronté des top contenders de la catégorie. Pour un mec qui commence tout juste et qui est en manque de confiance quand même, certes, je peux comprendre que ce soit extrêmement difficile de lui trouver des adversaires, mais bon. Ils n'arrivent pas vraiment à doser au Bellator. Hein. C'est soit le traitement Aaron Pico, soit le traitement MVP. Exactement. Il n'y a pas vraiment de... Quoique, si, entre les deux, finalement, c'est Adjei Maki. Ouais. C'est le prospect qu'ils ont le mieux géré pour le moment. Mais encore, là, ils le foutent dans le tournoi. C'est ça. C'est chaud. chaud. Gallagher, c'est pas très bien géré non plus. Ouais, non plus. Là, le Ricky Banderas, on s'en souvient tous. Le Banderas Gate. Alors moi, ma déception de l'année, c'est pas tellement... Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus décevantes, mais c'est le truc qui me vient tout de suite à l'esprit quand on dit déception, c'est Johnny Walker. Ouais. Parce qu'il est arrivé avec tellement de hype. C'était fracassant, quoi. C'était orchestre et tout, quoi. Pétale de rose, Mondovision et compagnie, quoi. Il mettait des KO à tout le monde. Et il est tombé sur un mec, en plus, qui est, vraiment sous-estimé. Corey Anderson, et il s'est fait corriger, quoi. Mais vraiment, dur. La leçon. Dur. Et, ça peut-être s'avérer une leçon pour lui, peut-être qu'il va s'améliorer. Je lui souhaite, en tout cas. Mais c'est dommage parce que s'il avait gagné contre Corey Anderson, il aurait été aligné direct pour un title shot contre John Jones. Donc il passe un peu à côté de l'opportunité. Ouais, grosse déception, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est qu'en fait quand tu fais tellement de bruit, faut vraiment rester régulier, quoi. Ouais. Et là il s'est fait attraper, ça arrive, mais Corey Anderson c'est pas un striker. Ouais. C'est ça aussi qui noircit le tableau, c'est qu'il s'est fait contrer par un mec qui est pas réputé pour être un KO artiste, qui a perdu une décision contre Shogun Rua. Ouais, donc voilà, quoi, c'est chaud. Parce que c'est vrai, en fait, à la limite, par exemple, Yair Rodriguez, qui se fait stopper, mais dérailler par Frankie Edgar. Bon, c'est chaud, mais c'est Frankie Edgar. Ouais. Là, c'est vrai que, et en plus, voilà, il s'est fait démonter dans le domaine d'expertise de Frankie Edgar. Pas de honte. Là, c'est vrai que le fait que donc il avait un hype train de dingue, mais vraiment tout le monde. Il avait le style, il parlait bien, il était marrant, il éclatait tout le monde.
Et le fait qu'il se fasse dérailler comme ça et aussi fortement par Corey Anderson et dans son domaine d'expertise à lui théoriquement, et ben en Après, fait, il y a eu des changements de niveau, mine de rien, c'était la première fois qu'il affrontait un vrai bon lutteur, et je pense qu'il y a eu ça aussi qui a joué. Ouais, bien sûr, mais je peux pas m'empêcher de me dire, voilà, il a quand même été mis KO, et c'est, certes, Randleman, Crocop, voilà, tout ça, mais, il y a un côté, ouais, en plus. Ouais, tu vois, c'est non, mais vraiment. terrible, ce que je dis, mais Corey Anderson n'est pas au light heavyweight d'aujourd'hui, ce que Randleman était au heavyweight de l'époque, quoi. C'est complètement. Et d'ailleurs, là, Johnny Walker va revenir contre le chouchou la sueur, le chouchou de Polydomso. Oui, Nikita. Exactement. je pense qu'il va se refaire sur Nikita. non, j'adore. Et on l'adore. J'adore Nikita Krylov, mais pareil, c'est aussi une passé. énorme déception aussi à ce niveau-là, c'est qu'il avait énormément de potentiel. Et je pense que ce qui fait la différence entre lui et Johnny Walker, c'est l'athlétisme. Et donc j'ai un peu de mal à voir. Mais après, rien n'est impossible, mais là, il y a moyen qu'il se refasse sur ce combat, quoi. Bien, pour ma part, la déception de l'année, qui s'est un petit peu rattrapé là, et je pense qu'il va se rattraper pour 2020, c'est notre cher Conor McGregor, qui durant toute l'année 2019 aura quand même été assez insupportable, parce que à tweeter après chaque UFC, à dire Cowboy Cerrone, je t'affronte, machin, je t'affronte, n'importe qui d'autre, faire aussi la une des tabloïds avec des photos qui ne l'ont pas vraiment honoré. Franchement, ça a été assez insupportable. Finalement, il s'est très bien rattrapé sur le dernier mois, parce qu'il y a eu la confirmation de son retour dans l'organisation, qui a un petit peu éclipsé tout ça. Il n'a pas encore combattu, mais je veux dire, en fait, mais il a mis fin un peu à tous ces je vais revenir dans 2 mois, je vais revenir dans machin. Exactement, ces espèces de promesses non tenues. Là, finalement, voilà, il se rattrape un peu, mais c'est vrai que cette année aura été assez pénible, parce qu'il y avait ça devenait quasiment, on avait parlé avec Rust, un espèce de running gag, c'est Conor McGregor après chaque fin du UFC qui allait dire bravo champ, mais moi je l'ai fait en premier, ou je sais pas trop quoi. Donc bref, voilà. À voir pour 2020. Ça y est, messieurs, nous rentrons dans le dur. Nous rentrons. Le combat de l'année. Ouh là 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 là, ça y est, vous êtes restés là pendant de longues minutes. Vous allez en avoir pour votre argent. Mais avant, n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes, toutes les plateformes de streaming et d'écoute de podcast, iTunes, envoyez des 5 étoiles, Spotify, Deezer, Stitcher et j'en passe. Mon cher Rust, combat de l'année pour vous. Eh bien, pour moi, c'est parce que il a tout, parce que il est ultra technique d'abord, qui a un scénario pendant le combat et à travers le combat qui tient en haleine, parce que ce sont 2 personnalités, donc il y a eu un bon build-up du combat aussi. C'est Adesanya contre Gastelum, et non seulement, c'est peut-être même un des plus beaux combats de tous les temps, peut-être top 10, je pense. Ça se défend. En middleweight en plus, ouais. Pour la catégorie. Et en plus pour la KT. Et du coup, que ce soit, en fait, c'est tout, parce que tout est cinématographique, et c'est ce qu'on aime aussi quand c'est du divertissement, c'est du sport. Et que ce soit cette espèce d'entre-round entre le 4e et le 5e d'Adesanya qui marmonne je t'emmènerai en enfer, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. C'est extraordinaire, parce que ça fait des belles histoires, en plus d'avoir quand même l'opposition de style entre Adesanya, qui était vraiment, mais le mec qui sait tout faire, qui est calculateur dans tout, qui est un striker d'exception, entraîné par Eugene Berman, qui l'a montré avec Volkanovski, qui est un génie du striking, et Gastelum, qui, alors qu'on pensait qu'il allait se faire dépasser en striking, a les bonnes réponses en étant toujours sur l'extérieur et en avançant et en faisant des hopping jabs et en même temps en revenant avec les crosses. Tout était extraordinaire dans ce combat. Le 5e round qui a défini et qui a cimenté Adesanya comme étant véritablement un champion, a vraiment fait de lui quelqu'un déjà une future légende, je pense. Et voilà, donc pour moi, Adesanya Gastelum, voilà, ça m'a fait vibrer de dingue. C'est un combat incroyable. On va le retenir et on en parlera devant les cheminées et en pantoufles et whisky. Donc ce sera vraiment extraordinaire. Super combat. Et le combat de l'année pour Monsieur Polydomso? Moi, combat de l'année, ça a été difficile, parce qu'il y en a eu quand même des bons des combats cette année, mais je pense que ça va être Usman Covington. Moi, Ousmane, il ne fait que m'impressionner sur ses derniers combats. C'est marrant, on l'a peut-être un peu laissé passer sous les radars au début, mais moi déjà, sa victoire sur Tyron Woodley m'avait carrément ébobi, m'avait éberlué. Et là, il a confirmé contre Covington, et c'était un match de volonté en plus. C'est pas le match le plus tactico-technique possible. Ils ont pas exprimé ce qu'ils savent faire de mieux les deux. Mais c'était de la volonté, c'était un bras de fer mental en gros, et il a, je pense,
Ousmane, il avait ce qu'il y avait de puissance, ce qu'il faut de ruse aussi, parce qu'il a commencé à varier les niveaux et notamment les uppercuts au corps qui ont vraiment sapé les réserves de Covington. C'était un choix intelligent. En cours de route, il l'a fait en plus de ça, donc c'était vraiment cool. Le combat, il est passé d'un à l'autre plusieurs fois pendant le match. Bah, j'ai kiffé et en fait, Ousmane me surprend de combat en combat. Il me surprend vraiment de combat en combat et j'ai hâte de le voir combattre à nouveau pour voir ce qu'il va apporter de nouveau parce que c'est pas le même à chaque combat. Il s'améliore à chaque combat. Et contre Covington, c'est un malade. Il faut se mettre ça en tête, c'est dire les stats qu'il a contre Robbie Lawler, c'est 500 strikes et 20 tentatives d'emmener au sol. En 5 rounds. C'est juste, mais absurde. Ouais, c'est absurde. Ouais. Et malgré tout, malgré cette condition physique d'enfoiré, cette espèce d'agression constante, il n'a pas été capable de briser le mental d'Ousmane. Parce que c'est ça que fait Covington. Covington, en fait, il a développé ça en plus avec le temps, c'est qu'il te défonce sur le mental. Il s'arrête jamais. Toi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment encore aujourd'hui, malgré tout, parce que c'est sa stratégie de guerre psychologique avant. C'est-à-dire, Covington, pendant un moment, il a essayé de copier McGregor, d'essayer d'avoir le même style que lui, d'avoir des beaux costards, de faire genre je suis un milliardaire, je traîne avec des pornstars et tout. Mais en fait, il a varié, il a changé à un moment donné, récemment, où il s'est mis à porter des costumes à $10 pièce, des trucs ridicules et tout. Et en fait, il a beaucoup d'autodérision et il se fait passer pour beaucoup plus con qu'il n'est réellement. Pour qu'en fait tu te dises ouais mais c'est un clown, en fait je vais le défoncer, et en fait le mec c'est un taré quoi, c'est un taré au niveau d'entraînement physique, de le cardio et tout, enfin c'est un malade mental. Et Ousmane lui a mis une leçon quoi, enfin je veux dire a réussi à résister à la pression mentale et à développer ses forces et de la briser, tu vois. Moi je pense qu'il l'a vraiment brisé, il l'a brisé physiquement et mentalement, même s'il est retourné au charbon parce que c'est un guerrier Covington. Bah à la fin je pense que c'était le 5e round, tu vois, il gagne le 4e round, il arrive à rebondir sur le 4e round, mais sur le 5e round il est déjà plus là. Et ça c'est, pour moi, c'est ce qui fait les vrais champions quoi. Ça se joue dans le mental. Il y a le physique, la technique et le mental au-dessus de tout. Et Ousmane il a montré que c'était un guerrier et ça franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Pas formidable. 2 très beaux combats. Pour moi, le combat de l'année, c'est pas du tout le plus technique. Il y a énormément de choses à dire sur les 2 combattants parce qu'ils n'ont pas du tout fait ce qu'ils étaient censés faire pour sécuriser la victoire. Mais j'ai vraiment eu cette impression, on va dire, de guerre nucléaire en le voyant. C'était Daniel Cormier contre Stipe Miocic 2. Parce que vraiment, ce combat-là, les Américains disent « He threw everything at him. But the kitchen sink. Bah c'est vraiment, il a tout balancé sauf le lavabo. Exactement. Et là, on a vraiment eu cette impression là avec ce combat-là, parce que ces 2 gars qui n'ont pas du tout voulu reculer. On a eu vraiment cette montée en puissance au fil des rounds, où d'abord le premier DC qui fait effectivement parler sa lutte, qui fait le combat qu'il doit faire pour sécuriser la victoire, et ensuite, et ben justement, il se dit bon bah ok, enfin il ignore finalement tous ses coachs et il veut rester debout face à notre cher Stipe Miocic qui lui montre qu'il a énormément récupéré après un an d'absence. Et là, c'était vraiment, il s'est envoyé parpaing sur parpaing sur parpaing. Et le 4e round où Stipe Miocic fait quasi miraculeusement les ajustements avec les frappes au corps. Tombe dessus par hasard. Exactement. Et arrive à terminer Daniel Cormier. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ce combat-là, c'est qu'il y avait énormément d'enjeux, énormément d'attentes et qu'il n'a pas déçu. Parce que c'est vrai que on va dire, Adesanya Gastelum, c'est un combat il était attendu bien évidemment, mais on ne s'attendait pas à ça de la part des 2 combattants. Et avec ce combat-là, finalement, il y a la légende, entre guillemets, d'Adesanya qui est née. Pour le combat de Ousmane Covington, c'était certes le dernier combat de l'année, mais il n'y avait pas ce star power, finalement, qui permet à l'UFC d'avoir tous ses succès en pay-per-view. Et avec ce combat-là, je pense que Kamaru Ousmane, la prochaine défense de ceinture, on l'attendra au tournant. Alors que là, Miocic-Cormier, il y avait eu ce premier combat où DC avait terminé Miocic au premier round. Enfin, on pouvait difficilement espérer mieux. Et d'ailleurs, même nous, on l'avait dit dans la preview, on était, à quoi bon faire un 2e combat entre les 2? Et après avoir vu ça, on se dit... Franchement, les mecs ont tout donné. Il y a eu en plus une inversion dans le résultat et on va avoir une trilogie. Là aussi, la trilogie, on n'est pas des masses hypés parce que Polydomso le dit, Russ confirme et ma personne également. C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour la catégorie heavyweight, mais bref, c'était une vraie bonne grosse guerre et pour ça, je remercie ces deux athlètes, bien messieurs. La toute dernière catégorie. Mais non, nous n'avons pas terminé. J'allais me barrer, moi. Le chaos de l'année. Le chaos de l'année, là je pense qu'il va y avoir consensus. Hein. Ah oui, oui. Ah non, moi je vais avoir ma petite opinion dissidente. Oh, finalement. Ouais, mais il sait ce qu'il faut. Mais attends, est-ce que j'en avais une moi aussi l'opinion? Mais oui, moi aussi j'en ai une. On en a tous. On va dire le consensus, le chaos de l'année. Pour tout le monde, évidemment. Voilà, c'est évidemment Jorge Masvidal contre Ben Askren,
KO en 5 secondes le plus rapide de l'UFC contre un mec qui n'avait jamais perdu auparavant, avec un gars qui partait outsider. Il y avait eu tout ce qu'il y avait eu dans l'avant-combat, à savoir le trash talk, toute la hype. Le mec fait ça par genou sauté. Que dire de plus? Bah rien. Il nous a fait une Norifumi Yamamoto quoi. Et ça c'est stylé. D'ailleurs paix à son âme. Eh oui. Rest in peace. Ouais. Non mais c'est bon. Voilà. Quelque chose à ajouter Sur le KO de Masvidal? Parce que un petit Oui, envolé lyrique, mon cher Rust. Bon, lyrique, non, mais j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui a vraiment non seulement cimenté la légende Masvidal, mais qui l'a fait décoller, en tout cas en termes de pay-per-view, qui l'a fait décoller en termes de puissance médiatique, parce que maintenant, c'est un super tanker médiatiquement. Il est capable de non seulement avoir du pay-per-view, d'en générer, mais en plus de ça, c'est devenu une légende sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par ses extraits vidéo, parce qu'il a le bagou, parce qu'il parle bien, parce qu'il a ses street Jesus, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui a cimenté la légende Masvidal de la même manière que le 13 secondes contre José Aldo a cimenté la légende Conor, quoi. Donc bien, après ce KO mainstream de l'année, on va passer à l'Underground. L'Underground King, c'est bien évidemment notre cher Polydomso qui écume tous les sites les plus sombres du dark web pour vous trouver les meilleurs KO. Alors mon cher Polydomso. Alors là pour le coup c'est assez mainstream aussi, hein. Je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais moi le KO qui m'a vraiment fait plaisir et qui était d'une violence quand même jouissive, c'était Kevin Lee contre Gregor Gillespie, parce qu'il a déraillé un mec qui était invaincu. Ouais. Tout le monde l'enterrait, Kevin Lee, parce qu'il avait perdu contre RDA et contre Iaquinta, qu'il en voulait plus vraiment. On se disait c'est peut-être un hit and miss finalement, il va peut-être pas accomplir ce qu'il aurait dû accomplir. Et là mais la fluidité de l'enchaînement avec le high kick à la fin et la spéciale, tu sais, le rebond au sol de Gregor Gillespie, tu sais, qui fait ting ting. Et alors ça, franchement, pour moi, c'est la marque des KO parfaits. Non, mais vraiment, c'est magnifique. Ouais. Enfin, et je pense que son petit séjour chez Tristar commence à payer des dividendes. Ouais. Et ça, franchement, tout ce qui manque à Kevin Lee, c'est du fight IQ et de la discipline. Et je pense que mec, s'il arrive à gérer ses problèmes de poids en lightweight et à garder son fight IQ et sa discipline, il va vraiment poser d'énormes problèmes en lightweight. Et j'attends à fond, c'est le prochain combat, je crois que c'est contre Islam. Ouais, non, et ça, c'est une rencontre, mec, que j'attends, mais avec impatience, parce que les deux, ils sont, pour moi, c'est les dauphins de la catégorie, tu vois, les deux. Donc voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Mr. Rust. Pour moi, c'est un KO. Il est intéressant parce que l'histoire du combat est intéressante. Après, il a un impact. Alors c'est Rose Namajunas versus Andrade. Parce que Rose Namajunas c'était vraiment la championne. Elle avait détrôné Jedrzejczyk, elle l'avait rebattu ensuite. Vraiment, on se disait ça y est, on a une championne qui va le rester, une championne iconique ou en tout cas qui va le devenir. Et elle était en train littéralement de déculotter Andrade. De tous les côtés, partout. Et en gros, sauf que c'est encore une fois la tragédie, la tragicomédie du MMA, c'est que elle dominait, elle a tout fait, sauf qu'à un moment donné, elle s'est fait slammer jusqu'à l'oblivion par du coup Andrade, qui par sa puissance brute a réussi à envoyer vers les landes sombres Rose Namajunas, et qui lui a donc fait perdre son titre. On en discutait tout à l'heure avec Polydomas. C'est frustrant parce que c'est un KO qui aurait pu devenir iconique si elle avait confirmé ensuite. Le problème, c'est qu'elle s'est fait détrôner immédiatement par Weili Zhang. Mais le KO est triste, et je l'aime parce qu'il est impartial et que c'est c'est vraiment ça y est, je suis en train de choper une bronchite. Et que c'est vraiment un KO qui représente ce qu'est le MMA, en fait. C'est le retour du réel. Et c'est le retour du réel, en fait. C'est le MMA qui te dit, c'est bien, il faut travailler, ça paiera toujours quand tu travailles. Sauf que, technique, mais sauf que, tueur, c'est quelque chose qui fait que ça peut basculer. Restons humbles, tu vois. Pour cette peau, Rose Namajunas. Pour moi, donc l'autre KO de l'année, qui est un peu aussi un petit KO plaisir, eh bien c'est celui KO gourmandise. Exactement, la petite gourmandise qui a été offerte par notre cher Douglas Lima contre Michael Venom Page. Et oui, parce que celui-là, c'était la première fois que MVP affrontait véritablement après notre cher Paul Daly, exactement,
un combattant de calibre international, et Douglas Lima, après avoir été sonné quand même par MVP, alors que le combat était, on va dire, à 50-50, il s'est pris de plein fouet. Douglas Lima, leg kick suivi d'un uppercut qui a vraiment laissé pour mort, littéralement, MVP. Ensuite, on a eu tout un... Moi, ce que j'ai bien aimé avec donc au-delà du chaos qui était absolument... incroyable. Oui. Il y a eu tout ce qui a suivi après le chaos, puisque MVP s'est fait MVPiser finalement avec ce chaos-là, parce qu'il y a eu cette humiliation, on va dire, d'après-combat, parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, parce que d'habitude, MVP tire à son avantage, et puis lui, il a très bien réagi, j'ai trouvé après, parce qu'il s'est dit, effectivement, je me suis fait démonter, on s'est moqué de moi, mais je vais revenir, donc là, ok, il reste sur 3 KO face à des nobody, mais j'ai vraiment bien aimé, parce que c'est un peu, il en a eu pour son argent et pas après tout ce qu'il avait fait à tous ses autres adversaires, donc voilà. D'ailleurs, j'ajouterais que si on avait une catégorie fighter underrated de l'année, je dirais Douglas Lima. Complètement. Ah ouais, putain. Son année est magnifique puisqu'il remporte la ceinture welterweight après avoir eu donc Koreshkov qui termine par KO, je crois. Soumission. Ensuite MVP donc par KO, et il termine sur Rory McDonald par la claire victoire par décision unanime. Franchement, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs welterweights de la planète, et ça fait partie des gars, j'aimerais bien le voir à l'UFC pour vraiment se frotter à la crème de la crème. C'est clair. Oui, parce que vraiment, on parlait tout à l'heure de la catégorie combattant de l'année, mais c'est vraiment, il est dans l'ombre, mais il est là, quoi. Enfin, Douglas Lima, c'est simplement qu'il est au Bellator. Ouais. Et j'aimerais rajouter juste un truc sur Douglas Lima, parce que ça me fait plaisir de le dire, parce que je pense que les gens ne le savent pas. Mais il est entraîné en Muay Thai par un mec qui s'appelle Manuento, et qui était juste aller regarder des highlights de Manuento, quoi. C'était, en plus, c'est un francophone, donc ça fait plaisir. Et c'est The Little Golden Leg, tu vois, en Muay Thai, et c'est un ouf, et ça se retrouve. Il a une technique de Muay Thai qui est fondamentale, mais précise, quoi. Il s'entraîne où, du coup, c'est où? Non, mais je sais juste que en striking, il s'entraîne par. Il va assez régulièrement au Tiger Muay Thai, d'ailleurs, notre cher Douglas Lima. Oui. Et d'ailleurs, donc, on va terminer sur la conclusion de l'équipe sur cette année 2019. Donc, attends, on a raté le fighter de l'année. Ah oui, si, non, on l'a fait. Non, on l'a dit. Non, le fighter. Ah oui, mais oui, on l'a pas fait. On a zappé. Parce que je voulais la conclusion de notre Little Golden Knight, et on parle pas de ses jambes. On parle bien de notre cher Polydomso, qui va parler du fighter de l'année. Là aussi, peut-être consensus, je pense, parce que consensus, on va dire mainstream. Jorge Masvidal, voilà, 3 combats, 3 victoires, 3 victoires par TKO, 3 victoires par finition, donc 2 KO de l'espace contre Darren Till et Ben Askren, puis ce TKO à la fin du 3e round contre Nate Diaz, alors qu'il dominait quand même de la tête et les épaules le combat. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre cher Masvidal? Après, on peut dire, mine de rien, que c'est quand même l'année de l'éclosion pour lui, du point de vue des spectateurs. C'est ça. Moi, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on le sélectionne comme fighter de l'année? C'est parce qu'à mon avis, il a réussi la balance parfaite entre performance sportive et performance médiatique. Ouais, exactement. Il a tout. Parce que on peut gratter et trouver un mec qui a fait quelque chose de mieux, en fait, du point de vue sportif, ou même quelque chose de mieux du point de vue médiatique. Mais celui qui allie ces deux aspects de la meilleure des manières en 2019, pour moi, c'est Jorge Masvidal, et il était temps, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps qu'il est dans le game, ça fait longtemps qu'il aurait mérité d'être vraiment mis en avant. Je pense qu'il a compris comment ça fonctionnait maintenant. Il a réglé ce qu'il devait régler pour être plus incisif et moins laisser des matchs lui échapper alors qu'il aurait pas dû en fait les perdre. Donc ça c'est génial. Pour moi, ça fait aucun doute que c'est le fighter de l'année, même s'il n'a pas réussi à décrocher une ceinture ou quelque chose comme ça. Il a quand même eu le BMF belt. Bien, on va passer maintenant nos autres hors consensus fighter de l'année, combattants de l'année qui méritent d'être salués. On va commencer par Host. Les mentions honorables, pour moi, Triple C quand même, Cerudo, parce que l'accomplissement sportif, voilà. Et en fait, c'est vrai que voilà, il a pas autant marqué l'année parce que on s'en souvient pas autant que Masvidal. Il a pas autant eu ce côté aura solaire dans tous les côtés, accomplissement sportif, médiatique, tout, personnalité. Surtout que son dernier combat date de juin aussi. En plus, voilà, c'est vrai que c'était au début d'année. Mais voilà, Cerudo qui a quand même du coup battu TJ Dillashaw. Lui, il a franchi le pas, il a pas osé, il a pas eu peur d'affronter TJ Dillashaw. Il est monté ensuite et il a battu Moraes pour remporter la ceinture bantamweight. Après un combat mine de rien. Après un combat, qui a montré la volonté. Exactement, il a montré qu'il était champion pour de vrai. Donc champ. Un champion olympique en plus, donc Triple C, et il a réussi. Alors mine de rien, même s'il l'a pas du tout fait comme Masvidal, il a réussi à tirer son épingle du jeu médiatiquement aussi parce que il a banqué à mort sur son côté King of Cringe. Il a réussi à attirer l'attention sur lui en quelques mois plus que Demetrius Johnson en 10 ans. Malheureusement, et donc respect à Triple C et voilà, mentions honorables, il est là.
Moi je Mention confirme. Ah, en mention honorable. Franchement, si Ousmane avait fait un combat de plus cette année, je le mettais grave en mention honorable. On n'a pas eu l'occasion de lui rendre vraiment justice à Ousmane, et c'est franchement c'est un problème d'agenda. Hein. Il y a des théories, des complots. Des réunions maçonniques, des trucs comme ça. Dans ça, on n'a rien contre Ousmane. Ousmane, on est impressionné par ce mec-là, et on n'a pas eu l'occasion de lui tirer notre chapeau. Et moi, franchement, il m'a impressionné sur ses combats, et moi, j'attends vraiment de le voir. Et je trouve qu'on lui rend pas assez justice, donc je lui donne de la force là-dessus. Il donne de la force formidable. Alors, Moi, mention honorable pour Israël Adesanya quand même, parce que 3 combats également cette année. Il commence contre Anderson Silva. Ensuite, Kevin Gastelum, on a bien évidemment parlé de ce combat de l'année, et le combat contre Whittaker. Petite déception parce qu'on s'attendait à quelque chose de différent de la part de Whittaker, mais il a quand même terminé Whittaker. On peut pas le reprocher. Exactement. Il a terminé Whittaker au 2e round, officieusement terminé au 1er round. Donc franchement, c'est une super année pour lui. En plus, il remplit, mine de rien, c'est la plus grosse audience, enfin la plus grosse affluence de l'UFC sur un événement lors du combat à Melbourne. Donc vraiment, pour le coup, une star aînée. 56 000. Plus de 56 000 spectateurs lors du combat à Melbourne dans ce duel nigériano-australien. Donc Nigériano-néo-zélandais versus australien. Exactement, versus australien, néo-zélandais. Ouais. Bref, tout ça pour dire que c'était un combat qui était extrêmement attendu en Océanie. Il a assumé, et aujourd'hui c'est une des superstars de l'organisation. Il y a aussi son entrée complètement folle. Donc bref, voilà, Adesanya, c'est l'autre qui a marqué cette année 2019. Après, en autre mention honorable, je le dis rapidement quand même pour qu'on balaye large. Il y a Volkanovski quand même, qui mine de rien, il a battu les 2 GOAT de la catégorie featherweight cette année. Donc il faut le saluer. Et moi, un mec que j'attends au tournant, c'est pas le combattant de l'année, c'est pas une mention honorable, mais compte tenu de ce qu'il a montré dans ses premiers combats à l'UFC, je l'attends vraiment. C'est Armen Tsoukakian. J'ai envie de voir ce qu'il va faire après. Je suis embusqué. Je suis embusqué sur Armen Tsoukakian. Le monsieur est embusqué. Bien, messieurs. Oui, attends, moi, il y avait aussi une mention. Ah bah déjà, ce mec-là de Tsarukyan, on l'avait découvert face à Makhachev, je crois. Et un duel, et c'est là où c'est magnifique. Ils nous ont fait apprécier la lutte, mais alors, enfin, on a eu la lutte, mais disons que là, c'était de la lutte technique, spectaculaire, ultra high level. Bizarre, ce qui vient de tomber. Ultra. Donc c'est vraiment, on l'a découvert à ce moment-là. Ensuite, il a confirmé contre Aubin Mercier, même s'il l'a pas terminé, qui est vraiment quand tu bats Aubin Mercier, c'est solide. Il est encore très jeune. Et moi, je voulais juste aussi faire une mention honorable fighter de l'année, parce que je crois qu'on n'a pas parlé d'une seule meuf jusqu'ici, et elle le mérite. C'est Amanda Nunes quand même, qui a salement fait le taf cette année. Donc elle a battu Randami, elle a battu Holly Holm par KO, magnifique. C'est tout. Mais voilà. Après Chris Cyborg, c'était le dernier événement de l'année dernière. Donc presque, on y est, on est sur la ligne. Mais donc voilà, pour Amanda Nunes qui confirme son statut vraiment de championne indiscutable, incontestée et de GOAT du MMA féminin. N'en déplaise à certains. Bien messieurs, j'ai passé une formidable année à vos côtés. Vous aussi. Ouais, c'était magnifique. On s'est pas vu beaucoup en live IRL. Complètement. Ouais. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Promis. J'aurais craché. Allez, à la prochaine. Au revoir. Swear.